Je lave la vaisselle et vous nous adoptez, dit la petite fille pauvre avec son frère dans les bras au PDG millionnaire. Et ce qu'il a fait a choqué tout le monde. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous en nous disant d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci. Allons à l'histoire. Chapitre 1. La rencontre. La pluie battait contre les baies vitrées du sol au plafond du Diamond, le restaurant le plus exclusif de Seattle, où un repas pouvait coûter plus que le salaire hebdomadaire de la plupart des gens. Daniel Mitchell était assis seul à sa table d'angle habituelle, son costume Armani aussi impeccable que sa réputation dans le monde de la technologie. À 36 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la seule chose qu'il n'avait jamais pensé vouloir. Il révisait des rapports trimestriels sur sa tablette quand une voix petite et tremblante brisa sa concentration. « Excusez-moi, monsieur. » Daniel leva les yeux, irrité par l'interruption. À côté de sa table se tenait une petite fille aux cheveux blonds, emmêlés et aux yeux de la couleur du ciel d'hiver. Elle ne pouvait pas avoir plus de 7 ans, portant une robe rose délavée qui avait connu des jours meilleurs. Dans ses bras maigres, elle tenait un petit enfant, un garçon aux mêmes cheveux blonds et aux mêmes yeux bleus hantés. « Comment êtes-vous entré ici ?» La voix de Daniel était rude. Ce n'était pas le genre d'endroit où des enfants des rues erraient. Le menton de la petite fille trembla, mais elle se redressa. « Par la cuisine. La dame gentille là-bas nous a donné un peu de pain. » Elle ajusta le garçon endormi dans ses bras, son petit corps luttant avec son poids. « Êtes-vous important ? Je suppose que oui. » Daniel regarda autour du restaurant, se demandant où était la sécurité. « Où sont vos parents, enfants ?» Quelque chose passa sur le visage de la petite fille, une douleur si crue qu'elle fit se serrer la poitrine de Daniel de manière inattendue. Ils sont avec les anges maintenant. Les mots simples frappèrent plus fort que n'importe quelle confrontation de salle de réunion que Daniel avait jamais affrontée. Il mit sa tablette de côté, regardant vraiment les enfants pour la première fois. La robe de la petite fille n'était pas seulement délavée, elle était trop petite et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Les vêtements du garçon étaient propres mais rapiécés, et les deux enfants avaient ce regard vide que Daniel reconnaissait des galas de charité qu'il fréquentait mais ne voyait jamais vraiment. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. « Émilie, voici mon frère Lucas. Il a 3 ans et j'en ai 7. » Elle prit une respiration profonde et tremblante. « Nous restons dans des endroits différents depuis l'accident. » Mais il continue à nous déplacer et je ne veux pas que Lucas ait plus peur. Daniel sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Que voulez-vous de moi, Émilie ?» Émilie le regarda directement dans les yeux avec une maturité qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. Ses prochains mots résonneraient dans son esprit pendant des semaines, changeant tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie soigneusement ordonnée. « Je lave la vaisselle et vous nous adoptez. » Le restaurant sembla se figer autour d'eux. Daniel regarda cette petite fille qui venait de proposer la transaction commerciale la plus bizarre qu'il ait jamais entendue. Elle ne suppliait pas, elle négociait, offrant son travail, son service, en échange de quelque chose dont elle avait besoin plus que tout, un foyer. « Vous lavez la vaisselle », répéta Daniel, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je suis doué pour ça », dit Émilie rapidement. « Et je peux nettoyer et très bien m'occuper de Lucas. Je promets que nous ne serons pas un problème. J'ai juste besoin de quelqu'un pour nous garder ensemble. » La gorge de Daniel était serrée. Dans toutes ces années d'affaires corporatives, d'acquisitions hostiles et de négociations de millions de dollars, personne ne lui avait jamais fait une offre qui l'avait laissé complètement sans voix. Mais ce qui arriva ensuite choquerait tous ceux qui en furent témoins, y compris Daniel lui-même. Chapitre 2. La décision. Daniel Mitchell se leva lentement, sa structure d'1,80 m, se dressant au-dessus de la petite fille qui venait de faire la proposition commerciale la plus insolite de sa vie. Toutes les conversations dans le restaurant s'étaient arrêtées. Les clients riches aux tables voisines regardaient ouvertement, leurs verres de cristal oubliés alors qu'ils assistaient à quelque chose de sans précédent dans ce temple de l'exclusivité. « Vous venez à la maison avec moi », dit Daniel doucement. Les mots le surprirent autant qu'ils surprirent tous les autres. L'étreinte d'Émilie sur son frère endormi
s'intensifia, ses jointures blanches contre la chemise de coton usée de Lucas. « Ce soir !» murmura-t-elle, espoir et incrédulité se battant dans son expression, comme si elle avait été blessée trop de fois pour faire confiance à ce qu'elle entendait. Tout de suite, Daniel prit son téléphone, ses doigts bougeant avec la précision décisive qui l'avait rendu millionnaire. « Marcus, amenez la voiture immédiatement, j'amène des invités. » Le mot sonnait étrange sur sa langue. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait eu des invités à la maison? Quand était-ce la dernière fois qu'il avait invité quelqu'un dans son monde soigneusement contrôlé? Les jambes d'Émilie semblèrent la lâcher complètement. Elle s'effondra dans la chaise de cuir en face de Daniel. Lucas toujours protégé dans ses bras, et pour la première fois depuis qu'elle s'était approchée de sa table, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une petite fille effrayée, portant le poids du monde sur des épaules trop petites pour un tel fardeau. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle, des larmes commençant à couler sur ses joues sales. « Vous ne nous connaissez même pas. Vous ne connaissez pas notre histoire ou d'où nous venons, ou pourquoi nous sommes seuls. » Daniel s'accroupit jusqu'à être à sa hauteur, ignorant le tissu coûteux de son pantalon, touchant le sol de marbre du restaurant. Sa voix était plus douce qu'elle n'avait été dans n'importe quelle négociation de salle de réunion. « Vous m'avez fait une offre, Émilie, un échange équitable, votre travail pour un foyer. J'accepte, mais voici ma contre-proposition. Vous ne lavez pas ma vaisselle. Vous ne travaillez d'aucune façon, vous êtes juste un enfant. » Les larmes coulèrent plus fort maintenant. Des sanglots silencieux secouaient le corps maigre d'Émilie. Daniel sentit quelque chose se briser profondément dans sa poitrine. Quelque chose qui était gelé depuis des décennies. « Mais si je ne travaille pas ?» sanglota Émilie. « Pourquoi nous voudriez-vous » La question le frappa comme un coup physique. Cet enfant avait été enseigné que sa valeur était liée à ce qu'elle pouvait fournir, quel service elle pouvait offrir. Combien d'adultes l'avaient déçue pour créer une telle vision transactionnelle de l'amour? « Parce que vous êtes courageuse, » dit Daniel simplement. « Parce que vous aimez votre frère assez pour demander de l'aide à un étranger, parce que tout le monde mérite une famille. » 25 minutes plus tard, ils étaient installés sur la banquette arrière de la Mercedes de Daniel, les sièges de cuir encore chauds du chauffage intérieur. Émilie pressa son visage contre la fenêtre embuée par la pluie, observant l'horizon scintillant de Seattle passer, tandis que Lucas dormait paisiblement contre son épaule, enfin détendu pour la première fois depuis que Daniel les avait rencontrés. « Monsieur Daniel !» La voix d'Émilie était petite dans le luxe silencieux de la voiture. « Juste Daniel !» Elle resta silencieuse pendant un moment, puis posa la question qui révéla la profondeur de sa peur. « Allez-vous changer d'avis demain, quand vous vous réveillerez et vous souviendrez que vous ne nous connaissez vraiment pas ?» Les mains de Daniel se fermèrent sur ses genoux. Combien de promesses avaient été brisées pour rendre cet enfant si craintif de l'espoir? Combien de fois les adultes l'avaient-ils déçu? « Non, Émilie, je donne ma parole et je ne brise pas mes promesses. » Mais alors que les lumières de la ville se reflétaient dans la fenêtre, Daniel n'avait aucune idée de ce qu'il promettait vraiment, ou à quel point ces deux enfants étaient sur le point de transformer complètement son existence soigneusement ordonnée. Hébreux chapitre 3, le premier foyer. La mansion de Daniel se dressait sur 3 acres de jardin parfaitement entretenus, avec vue sur le lac Washington, son architecture moderne de verre et d'acier, un testament à 20 ans d'ambition implacable. Quand ils passèrent les portails électroniques, au-delà de jardins qui coûtaient plus à entretenir mensuellement que ce que la plupart des familles dépensaient en loyer, Émilie pressa son visage contre la fenêtre, sa respiration embuant le verre en bouffées rapides et excitées. « C'est comme un château de contes de fées que maman avait l'habitude de nous lire, » murmura-t-elle, sa voix pleine d'émerveillement. Daniel sentit sa poitrine se serrer au temps passé. Avait l'habitude de lire. Ses enfants avaient perdu bien plus que leurs parents. Ils avaient perdu leur monde entier, leur sentiment de sécurité, leur innocence d'enfance. Madame Chen, gouvernante de Daniel depuis 8 ans, les rencontra à la porte d'entrée. Son expression habituellement composée vacilla quand elle vit les enfants, mais elle travaillait pour Daniel depuis assez longtemps pour s'adapter rapidement à ses décisions inattendues, bien qu'il n'en ait jamais pris une qui changeait autant la vie. « Madame Chen, j'aimerais vous présenter Émilie et Lucas,
dit Daniel, se sentant soudain maladroit dans son propre hall d'entrée. Le hall de marbre avec son plafond de 6 mètres et son lustre de cristal semblait ostensiblement grand. « Ils resteront avec nous. »« Ils resteront combien de temps, monsieur Mitchell ?» demanda Madame Chen prudemment, ses yeux examinant la robe trop petite d'Émilie et les vêtements rapiécés de Lucas avec l'évaluation pratique de quelqu'un qui avait élevé 5 enfants. Daniel regarda Émilie, qui contemplait le lustre avec la même expression qu'elle aurait pu avoir si elle avait découvert de la vraie magie. La petite fille semblait impossiblement petite dans cet espace vaste, comme un oiseau qui se serait trouvé dans une cathédrale. Définitivement, dit-il, le mot le surprenant par sa finalité, son poids. L'expression de Madame Chen se radoucit immédiatement, sa réserve professionnelle fondant en quelque chose de plus chaleureux. Les chambres d'invités à l'étage auront besoin de draps frais et quelques ajustements pour les enfants. Je vais les préparer immédiatement. En fait, Émilie parla, sa voix résonnant étrangement dans l'espace au plafond haut. Lucas devient vraiment effrayé la nuit, quand il ne peut pas me voir. Normalement, nous dormons ensemble, si ce n'est pas un problème. Je sais que cela peut paraître étrange, mais il fait des cauchemars à propos de... Elle s'arrêta, mordant sa lèvre. La gorge de Daniel se contracta. Des cauchemars à propos de quoi? La mort des parents, le chaos qui suivit, les semaines incertaines en famille d'accueil? Bien sûr, pas de problème, dit-il gentiment. Madame Chen, pourriez-vous préparer la chambre bleue? Elle est assez grande pour les deux, et peut-être... Il hésita, réalisant qu'il n'avait aucune idée de comment s'occuper d'enfants. Du lait chaud, du chocolat chaud et de la nourriture. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Les joues d'Émilie rougirent d'un rouge profond de honte. Ce matin, le pain que la dame gentille du restaurant nous a donné. Elle a dit de ne le dire à personne, mais elle avait pitié de nous. Daniel ferma les yeux, se sentant nauséeux. Un repas en une journée entière. Ses enfants survivaient de restes et de charité pendant qu'il se plaignait que son dîner coûteux refroidisse. 2 heures plus tard, après qu'Émilie et Lucas eurent pris des bains chauds dans la salle de bain d'invités et mangé leur premier vrai repas en semaine, soupe de poulet maison de Madame Chen, pain frais et lait si froid qu'il fit rire Lucas, Daniel se trouva en territoire inconnu. Il était assis au bord du lit d'invités, observant Lucas dormir en pyjama que Madame Chen avait trouvé des visites de ses propres petits-enfants, tandis qu'Émilie luttait pour garder les yeux ouverts malgré son épuisement évident. Daniel. La voix d'Émilie était somnolente, mais avec l'inquiétude qui semblait être sa compagne constante. « Qu'y a-t-il, chérie? Et si des gens viennent nous chercher? Ceux de l'agence qui étaient censés s'occuper de nous ?» La mâchoire de Daniel se contracta. Agence, complications légales, processus officiel qu'il avait contourné dans son impulsion d'aider ses enfants. Mais regardant le visage terrifié d'Émilie, il savait qu'il n'y avait absolument aucun moyen de revenir en arrière. « Laisse-moi m'inquiéter de tout ça, dit-il doucement. Ton seul travail est de t'inquiéter d'avoir 7 ans. » Quand Émilie s'endormit finalement, sa petite main encore posée protectivement sur le dos de Lucas, Daniel resta assis dans l'obscurité de sa chambre d'invité, se demandant dans quoi diable il s'était embarqué et pourquoi, pour la première fois en années, cette incertitude ne le terrifiait pas. Chapitre 4. Les premiers défis. La première semaine fut un chaos complet et absolu. Daniel Mitchell, qui pouvait commander une salle de réunion pleine de dirigeants technologiques sans transpirer, qui avait négocié des fusions de milliards de dollars avec une précision glaciale, se trouva complètement hors de son élément face aux préférences de petit déjeuner, aux routines de coucher et aux besoins émotionnels complexes de 2 enfants traumatisés. Le matin du mardi apporta la première crise. Lucas, qui avait semblé calme la nuit précédente, jeta un coup d'œil à Daniel, s'approchant avec une serviette de bain et commença à crier avec la terreur brute d'un enfant qui avait expérimenté trop de changements trop rapidement. Le son trancha Daniel comme une lame, peur pure de quelqu'un de si petit. Émilie apparut instantanément, encore en pyjama emprunté, ses cheveux emmêlés du sommeil. « Lucas, c'est bon bébé !» Elle s'agenouilla à côté de la baignoire, parlant dans des tons doux qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à maîtriser. « Daniel est gentil, il ne va pas te faire de mal. »
Il a peur de la grande baignoire, expliqua Émilie à Daniel, sa voix désinvolte, comme si c'était parfaitement normal. Il est habitué au bain dans l'évier. Daniel sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine. Bain dans l'évier. Ses enfants vivaient dans des endroits où ils se baignaient dans des éviers de cuisine, où une baignoire normale était un luxe trop grand à espérer. « Peux-tu me montrer comment ?» demanda Daniel doucement, et Émilie hocha la tête avec la responsabilité sérieuse de quelqu'un de beaucoup plus âgé que ses années. Mais la maturité d'Émilie était à la fois remarquable et à fendre le cœur. Elle aidait Lucas avec tout, attachant ses chaussures avec une concentration soigneuse, brossant ses dents en chantant une petite chanson que leur mère lui avait enseignée, coupant sa nourriture en morceaux petits et précis. Elle avait 7 ans, mais se déplaçait dans le monde comme une petite maman, anticipant les besoins de Lucas avant même qu'il ne les exprime. « Émilie », dit Daniel le jeudi matin, la regardant aider Lucas avec son bol de céréales, son propre petit déjeuner refroidissant, pendant qu'elle se concentrait entièrement sur les besoins de son frère. « Tu sais que tu n'as plus besoin de tout gérer, n'est-ce pas? Prendre soin de vous deux, c'est mon travail maintenant. » Émilie le regarda avec ses yeux qui semblaient trop sages, trop prudents. « Je sais que vous avez dit ça, mais c'est mon frère. J'ai toujours pris soin de lui. »« Depuis quand ?» demanda Daniel gentiment. La cuillère d'Émilie s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Daniel vit son visage changer, devenant distant et triste. Depuis que maman était trop fatiguée pour sortir du lit. Depuis qu'elle a commencé à dormir tout le temps et a oublié de faire le dîner. La tasse de café de Daniel se figea à ses lèvres. « Combien de temps votre mère a-t-elle été malade, Émilie ? » « Environ 1 an, je pense. Peut-être plus. Le temps est devenu confus. » La voix d'Émilie était ferme. Mais Daniel pouvait voir la douleur en dessous. Papa travaillait tout le temps, essayant de payer pour ses médicaments. Alors j'ai appris à m'occuper de Lucas. Je suis devenu très doué pour ça. La révélation frappa Daniel comme un coup physique. Cet enfant de 7 ans s'occupait d'une mère malade et d'un petit frère pendant plus d'1 an. Le poids de la responsabilité qu'elle avait portée faisait que ses pressions commerciales semblaient triviales. Ses plaintes sur le stress semblaient ridiculement insignifiantes. Cet après-midi-là, tandis que Lucas faisait la sieste paisiblement dans la sécurité de leur chambre partagée, Daniel trouva Émilie dans la cuisine, debout précairement sur une chaise qu'elle avait traînée vers l'évier, lavant méthodiquement la vaisselle du déjeuner avec la concentration focalisée de quelqu'un accomplissant un devoir sacré. « Émilie, chérie, que fais-tu » Elle regarda par-dessus son épaule vers lui, de la mousse de savon jusqu'au coude. « Vous avez dit que je pouvais tenir ma partie de notre accord. Je lave la vaisselle. Vous nous donnez un foyer. Je tiens toujours mes promesses. » Daniel éteignit doucement l'eau et la souleva de la chaise, la posant soigneusement sur le sol de marbre. « Émilie, regarde-moi. Tu ne me dois rien. Ce n'est pas une transaction commerciale. Tu n'es pas ici parce que tu peux travailler pour moi. Tu es ici parce que tu fais partie de la famille maintenant. » Émilie le fixa, une confusion authentique écrite sur son visage, comme s'il avait parlé une langue étrangère. « Mais alors, pourquoi nous avez-vous pris? Si nous ne sommes pas utiles, pourquoi nous voudriez-vous » La question perça quelque chose de profond dans l'âme de Daniel. À quel point le monde de cet enfant avait-il été endommagé pour qu'elle ne puisse pas imaginer être désirée simplement pour exister? Daniel s'accroupit à sa hauteur, cherchant des mots qu'il n'avait jamais eu à trouver auparavant. « Parce que tu as été assez courageuse pour demander de l'aide quand Lucas en avait besoin. Parce que tu aimes ton frère, assez pour offrir de travailler pour un étranger, juste pour le garder en sécurité. Parce que tout le monde mérite quelqu'un qui se soucie d'eux, et vous deux le méritez plus que quiconque. » La lèvre d'Émilie trembla, et Daniel pouvait la voir lutter contre les larmes. « Personne ne s'est jamais occupé de moi avant. Je ne sais pas comment laisser quelqu'un faire ça. » Daniel la prit dans ses bras, et pour la première fois en décennies, il tint quelqu'un simplement parce qu'ils avaient besoin d'être tenus, sans agenda ni attente, autre qu'offrir du réconfort à un enfant qui avait été forcé de grandir trop vite. Chapitre 5. Les services sociaux. Le coup autoritaire à la porte d'entrée de Daniel vint un lundi matin à exactement 9h47. Juste quand Émilie et Lucas finissaient leur petit déjeuner de crêpes maison de Madame Chen, le premier repas détendu qu'ils avaient partagé depuis leur arrivée.
À travers l'écran cristallin du moniteur de sécurité, Daniel vit une femme d'âge moyen en costume gris gouvernemental, tenant un presse-papiers officiel et portant l'expression de quelqu'un habitué à livrer des nouvelles indésirables. « Restez ici avec Madame Chen », instruisit Daniel aux enfants. Mais le visage d'Émilie avait déjà perdu sa couleur, sa fourchette tintant contre l'assiette. « C'est eux, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix portant le poids de nombreuses déceptions. « Ils nous ont trouvés, ils vont nous ramener. » Daniel sentit ses instincts protecteurs surgir avec une férocité surprenante. « Personne ne va vous emmener nulle part. » Il ouvrit la porte pour faire face à Sarah Martinez, des services de protection de l'enfance, dont le sourire professionnel ne pouvait cacher sa surprise évidente devant l'environnement opulent de la mansion. Ses yeux examinèrent l'entrée de marbre, l'art coûteux, la richesse évidente, recalibrant clairement son approche. « Monsieur Mitchell, je suis Sarah Martinez du CPS du comté de King. Je suis ici au sujet de 2 enfants disparus, Emily et Lucas Harrison. Nous avons des raisons de croire qu'ils pourraient être sur votre propriété. » L'esprit de Daniel parcourut les possibilités, les ramifications légales, les stratégies potentielles. Il pouvait mentir, affirmer qu'il ne les avait jamais vus. Mais à travers la ligne de vue ouverte vers la cuisine, Emily et Lucas étaient clairement visibles. Emily s'étant déplacée protectivement devant son frère comme une petite sentinelle. « Ils sont ici », dit Daniel simplement, s'écartant. « Ils sont en sécurité. Ils sont nourris et ils vont rester. » Mademoiselle Martinez entra, ses yeux entraînés, évaluant immédiatement la situation. Elle remarqua les vêtements propres des enfants, leur santé visiblement améliorée, la façon dont ils se cramponnaient l'un à l'autre, mais ne semblaient pas avoir peur de Daniel. « Émilie, chérie, dit-elle dans le ton soigneusement modulé de quelqu'un habitué à traiter avec des enfants traumatisés. Nous étions très inquiets pour toi et Lucas. Vous ne pouvez pas simplement disparaître de votre famille d'accueil comme ça. » Les Henderson étaient inquiets. Émilie fit un pas en avant, son menton levé avec un courage défiant. Ce n'était pas un bon endroit. Il criait beaucoup et on dit qu'il ne pourrait peut-être pas nous garder tous les deux. Daniel sentit sa tension artérielle monter dangereusement. « Que voulez-vous dire par « peut-être ne pourrait pas vous garder tous les deux » Mademoiselle Martinez soupira, visiblement mal à l'aise. « Lucas est jeune et adaptable. Les enfants de 3 ans sont plus faciles à placer définitivement. Émilie a subi un trauma significatif et les enfants de 7 ans qui ont vécu des pertes ont souvent des défis comportementaux qui rendent le placement plus difficile. Les Henderson étaient prêts à garder Lucas définitivement, mais la situation d'Émilie était plus complexe. Non, la voix d'Émilie coupa la pièce avec une force surprenante. Nous restons ensemble. Nous avons promis à maman, avant qu'elle meure, que nous ne laisserions jamais personne nous séparer. Je ne vais pas briser cette promesse. » Daniel regarda Émilie se transformer devant ses yeux. De la petite fille effrayée qui avait pleuré dans sa voiture à une protectrice féroce qui lutterait contre quiconque, y compris le système conçu pour l'aider, pour garder son frère en sécurité. « Mademoiselle Martinez, » dit Daniel, sa voix portant l'autorité qui avait construit son empire. Que faudrait-il pour que j'adopte légalement les 2 enfants? Quel est le processus? Quelles sont les exigences? Et à quelle vitesse pouvons-nous faire en sorte que cela arrive? Les sourcils de l'assistante sociale se levèrent avec une surprise authentique. « Monsieur Mitchell, l'adoption n'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. Il y a des études de foyer extensives, des évaluations psychologiques, des vérifications d'antécédents, des évaluations financières, une période d'attente minimale de 6 mois. J'ai des ressources, interrompit Daniel. J'ai toute une équipe juridique, des moyens financiers illimités, et plus important, j'ai de la place dans ma maison et ma vie pour ces enfants. Ce que je demande, c'est, est-ce que ça peut être fait ? » Mademoiselle Martinez regarda entre le visage déterminé de Daniel et les enfants qui se tenaient maintenant main dans la main, unis dans leur supplication silencieuse de rester ensemble. Elle vit quelque chose dans ce tableau inhabituel qui la fit reconsidérer ses procédures standards. « C'est théoriquement possible, » admit-elle lentement. Mais cela exigerait un traitement expédité, des audiences judiciaires, une documentation extensive, et pendant ce temps, les enfants devraient retourner à leur placement désigné pendant que nous... Non,
Cette fois, la voix de Daniel porta la finalité de quelqu'un qui avait construit un empire en refusant d'accepter des options inacceptables. Ils restent ici. J'engagerai les meilleurs avocats de famille de l'État. Je passerai par tous les obstacles légaux que vous jugerez nécessaires. Je me soumettrai à toute évaluation ou analyse que vous considérerez nécessaire. Mais ils ne se séparent pas, et ils ne quittent pas cette maison à moins que ce ne soit par leur choix. Mademoiselle Martinez le fixa pendant un long moment, luttant clairement entre le protocole et le bien-être évident des enfants. Finalement, elle prit son téléphone avec l'expression résignée de quelqu'un sur le point de rendre sa journée beaucoup plus compliquée. « J'ai besoin de passer plusieurs appels et parler avec mon superviseur. C'est hautement irrégulier, mais... » Elle regarda Émilie et Lucas, qui l'observaient avec l'espoir désespéré d'enfants qui avaient été déçus trop de fois. « Peut-être pouvons-nous nous arranger. » Ce soir-là, après que mademoiselle Martinez soit partie avec des promesses d'audience d'urgence, d'études de foyer expédiées et de processus légaux qui prendraient normalement des mois comprimés en semaines, Daniel trouva Émilie sur la terrasse avec vue sur le lac Washington. Elle était assise, recroquevillée, dans l'un des grands fauteuils du patio, ses jambes repliées sous elle, regardant les lumières de la ville se refléter dans l'eau sombre comme des étoiles tombées. Lucas était à l'intérieur avec Madame Chen, construisant des tours élaborées avec des blocs de bois qu'elle avait découverts dans le grenier, son attention de 3 ans complètement absorbée par la joie simple de création et destruction. « 1 sou pour tes pensées », dit Daniel, s'installant dans la chaise à côté d'Émilie, assez près pour offrir du réconfort, mais assez loin pour lui donner de l'espace pour traiter le bouleversement émotionnel de la journée. Émilie le regarda, puis retourna vers l'eau. « Et si elle décide que nous ne pouvons pas rester? Et si elle nous fait retourner chez les Henderson ou un endroit pire? Elle ne le fera pas. Comment pouvez-vous en être sûr ?» Daniel resta silencieux pendant un moment, observant les lumières d'un avion tracer l'horizon distant. « Parce que je ne laisserai pas cela arriver, parce que certaines choses dans ce monde valent la peine de se battre, et toi et Lucas valaient définitivement la peine de se battre. » Émilie étudia son profil dans la douce lumière de la terrasse. « Pourquoi faites-vous vraiment cela? Et ne dites pas que c'est parce que je suis courageuse ou parce que tout le monde mérite une famille. Il doit y avoir plus que ça. » La question qu'il craignait, livrée avec la franchise de quelqu'un trop jeune pour comprendre les politesses sociales. Comment pouvait-il expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas complètement lui-même? « Puis-je te dire un secret, Émilie? Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne d'autre. » Elle hocha la tête solennellement, reconnaissant le poids de ce qu'il offrait. « J'ai aussi grandi en famille d'accueil de 8 à 18 ans, 10 maisons différentes, 11 écoles différentes, plus d'assistantes sociales que je ne peux me rappeler. » Les yeux d'Émilie s'élargirent avec une surprise authentique. « Vous avez grandi, mais vous êtes si réussi, si important. » « Le succès n'efface pas d'où vous venez, dit Daniel doucement. Je sais ce que c'est que d'emballer tout ce que vous possédez dans un sac poubelle. Je sais ce que c'est que de se demander si quelqu'un va vouloir vous garder ou si vous êtes juste temporairement pratique jusqu'à ce que quelque chose de mieux apparaisse. » L'admission flotta dans l'air entre eux. Des années d'intimité soigneusement gardées se dissolvirent au service d'aider cet enfant à comprendre qu'elle n'était pas seule. « Est-ce que quelqu'un a jamais voulu vous garder ?» demanda Émilie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Daniel sentit la douleur familière d'un vieux rejet, adouci maintenant par le temps, mais jamais complètement guéri. « Non, mais peut-être que c'est exactement pourquoi je peux vous garder, toi et Lucas. Peut-être que tout ce par quoi je suis passé, toute la solitude et l'incertitude me préparaient à être ici quand tu aurais besoin de quelqu'un qui comprendrait. » Émilie resta silencieuse pendant longtemps, traitant cette révélation qui recadrait tout ce qu'elle pensait savoir sur cet homme qui était apparu dans sa vie comme une prière exaucée. Finalement, elle glissa sa petite main dans la sienne, beaucoup plus grande, ses doigts chauds et confiants. « Daniel, oui chérie, je suis très heureuse que vous étiez dans ce restaurant cette nuit-là. Je suis heureuse que vous ayez dit oui. » Daniel serra sa main doucement, sentant quelque chose guérir dans sa poitrine qui était brisée depuis des décennies. « Moi aussi, Émilie, moi aussi. » Mais alors qu'il était assis là, regardant les lumières de la ville, Daniel ne pouvait se débarrasser du sentiment grandissant qu'il y avait quelque chose qu'Émilie ne lui avait pas dit sur la mort des parents,
Quelque chose sur leur histoire qui ne collait pas bien, la façon dont elle s'arrêtait parfois au milieu d'une phrase, la manière prudente dont elle choisissait ses mots en parlant de l'accident. Et il avait absolument raison de s'inquiéter, parce que la vérité sur ce qui était arrivé à la famille Harrison était beaucoup plus compliquée et dangereuse que quiconque ne le soupçonnait. Une vérité qui menacerait bientôt tout ce que Daniel luttait pour construire. Chapitre 6. Révélation. 3 semaines dans leur nouvelle vie ensemble, Daniel découvrit qu'être un gardien signifiait plus que fournir nourriture et abri. Cela signifiait naviguer dans le paysage émotionnel complexe de 2 enfants qui avaient vécu plus de pertes que la plupart des adultes ne pourraient supporter. La percée vint une nuit pluvieuse de jeudi. Daniel travaillait tard dans son bureau à domicile, finalisant les papiers d'adoption que son équipe juridique avait expédiés quand il entendit des pleurs venant d'en haut. Pas les larmes nocturnes habituelles de Lucas, mais les sanglots profonds et déchirants d'Émilie qui transpercèrent l'isolation acoustique coûteuse de la maison. Il la trouva dans la salle de bain, assise sur le sol en pyjama, tenant une brosse à cheveux avec plusieurs mèches blondes longues emmêlées dans ses poils. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Je n'arrive pas à me rappeler comment maman avait l'habitude de tresser mes cheveux, » cria-t-elle, sa voix se brisant en désespoir. Elle le faisait toujours avant de dormir, mais je n'arrive pas à me rappeler le motif. Et si j'oublie tout sur elle? Le cœur de Daniel se brisa. Il s'agenouilla à côté d'elle sur le sol froid de la salle de bain, la prenant dans ses bras. « Oh, chérie, tu n'oublieras pas. L'amour ne fonctionne pas comme ça. » « Mais j'ai déjà oublié à quoi ressemblait son rire, » sanglota Émilie contre sa poitrine. Et Lucas ne se souvient plus d'elle. Hier, il a appelé Madame Chen maman par accident. Daniel la tint plus serrée, ses propres yeux brûlants de larmes non versées. « Émilie, écoute-moi, ta maman vit dans toutes les façons dont tu prends soin de Lucas, dans ta bonté, dans ta force. La mémoire n'est pas seulement sur les sons et les images, c'est sur l'amour qui t'a façonné. M'aideriez-vous à apprendre à tresser mes cheveux de nouveau ?» Daniel regarda la brosse dans ses petites mains, pensant à toutes les choses qu'il n'avait jamais apprises, toutes les compétences parentales qu'il avait supposé ne jamais avoir besoin. « Je ne sais pas comment tresser les cheveux, nous pourrions apprendre ensemble. » Et alors, à 22h ce soir-là, Daniel Mitchell, PDG d'un empire technologique valant des milliards, s'assit sur le sol de sa salle de bain avec des tutoriels YouTube, jouant sur son téléphone, apprenant à tresser les cheveux d'un enfant de 7 ans pendant qu'elle lui enseignait la berceuse que sa mère avait l'habitude de chanter. « Vous vous améliorez », dit Émilie avec encouragement, tandis que Daniel luttait avec sa 5e tentative d'une tresse française. « Votre mère rirait probablement d'à quel point je suis terrible à ça. » Émilie sourit, le premier vrai sourire qu'il avait vu quand elle parlait de ses parents. Elle rirait, mais elle dirait aussi qu'essayer est ce qui compte. Elle disait toujours « L'amour n'est pas d'être parfait, c'est de se présenter ». Les mains de Daniel s'arrêtèrent dans ses cheveux. Elle semble qu'elle était très sage. Elle l'était, même quand elle était malade. Elle essayait si fort de prendre soin de nous. La voix d'Émilie devint silencieuse. « C'est pourquoi ce qui est arrivé était si injuste. »« Émilie, » dit Daniel doucement, « veux-tu me parler plus de l'accident ?» Le corps d'Émilie se tendit. « Ce n'était pas... Je veux dire, oui, il y a eu un accident, mais... » Elle s'arrêta, mordant sa lèvre. Daniel sentit qu'il s'approchait de quelque chose de crucial, quelque chose qu'Émilie portait seule. « Mais quoi, chérie ? Pouvons-nous finir mes cheveux d'abord? L'histoire est trop triste pour maintenant. » Daniel hocha la tête, comprenant que certaines vérités avaient besoin du bon moment. Mais tandis qu'il travaillait les mèches douces de ses cheveux en une tresse passable, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que les mots prudents d'Émilie cachaient quelque chose de plus sombre qu'un simple accident. Chapitre 7. Premier soupçon. La première rencontre officielle de Daniel avec la juge Patricia Coleman eut lieu dans ses quartiers un mercredi matin, 2 semaines plus tard. La juge du tribunal de famille était connue pour son approche dure mais équitable des cas de bien-être infantile, et Daniel avait été averti qu'elle n'approuvait pas facilement les demandes d'adoption inhabituelles. « Monsieur Mitchell, » dit la juge Coleman, révisant le dossier épais étalé sur son bureau d'acajou. « Votre pétition est hautement irrégulière.
Vous êtes un homme célibataire, sans expérience parentale préalable, demandant à adopter 2 enfants que vous connaissez depuis moins de 6 semaines. Votre honneur, ces enfants vivaient dans la rue quand je les ai rencontrés. Émilie avait 7 ans, portant son frère de 3 ans, offrant de laver la vaisselle en échange d'un foyer. Si ce n'est pas un témoignage de leur besoin de stabilité, je ne sais pas ce que c'est. La juge Coleman l'étudia par-dessus ses lunettes de lecture. Mademoiselle Martinez parle très bien de votre environnement domestique et de votre engagement envers les enfants. Cependant, il y a quelques lacunes préoccupantes dans le dossier des enfants. L'attention de Daniel s'aiguisa. Quel genre de lacunes? Les circonstances de la mort des parents, pour commencer. Le rapport original liste comme accident de voiture, mais il y a des incohérences. Dossiers d'hôpital qui ne correspondent pas à la chronologie. Déclarations de témoins qui se contredisent. Elle feuilleta plusieurs pages. Plus préoccupant, il y a des dossiers médicaux suggérant que Madame Harrison a été traitée pour des blessures cohérentes avec la violence domestique dans les mois précédant sa mort. Daniel sentit de la glace se former dans son estomac. Violence domestique? Les dossiers sont scellés, mais ce que je peux dire, c'est que ce cas pourrait être plus compliqué que vous ne l'avez initialement compris. Êtes-vous préparé à la possibilité que ces enfants aient vécu un trauma au-delà de la perte des parents? Daniel pensa aux mots prudents d'Émilie, sa tendance à s'arrêter au milieu d'une phrase en parlant du père, la façon dont elle se recroquevillait parfois avec des bruits forts soudains. Oui, votre honneur. Quoi qu'ils aient traversé, ils méritent sécurité et amour. Je peux fournir les deux. La juge Coleman fit une note dans le dossier. J'approuve la garde temporaire pendant que nous complétons l'enquête sur votre historique. Mais, Monsieur Mitchell, si nous découvrons quoi que ce soit suggérant que ces enfants sont en danger de leur passé ou autrement, cet arrangement sera réévalué immédiatement. Ce soir-là, Daniel trouva Émilie dans le salon, recroquevillée avec un livre, tandis que Lucas construisait des tours à proximité avec ses blocs bien-aimés. La scène domestique semblait précieuse et fragile, comme quelque chose qui pourrait se briser à tout moment. « Émilie, puis-je te demander quelque chose d'important ?» Elle leva les yeux, immédiatement alerte au ton sérieux de sa voix. « C'est à propos de la réunion avec la juge ?»« En partie. Émilie, ton père, a-t-il jamais fait du mal à ta mère, ou à toi et Lucas ?» Le livre d'Émilie glissa de ses mains, et Daniel vit la peur scintiller sur son visage avant qu'elle ne se compose soigneusement. Une réaction trop pratiquée pour un enfant de 7 ans. « Pourquoi demanderiez-vous cela ?»« Parce que j'ai besoin de comprendre ce que vous avez traversé. Et parce que s'il y a quelque chose que tu as peur de me dire, je veux que tu saches que c'est sûr maintenant. Vous êtes en sécurité. » Émilie resta silencieuse si longtemps que Daniel se demanda si elle répondrait. Finalement, elle parla d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. « Papa n'était pas toujours méchant. Avant que maman tombe malade, il était amusant. Il m'a appris à faire du vélo et faisait rire Lucas tout le temps. » Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Mais quand maman a commencé à avoir besoin de médicaments et ne pouvait plus travailler, papa se fâchait beaucoup. Il disait que c'était trop cher, que nous ruinions tout. Les mains de Daniel se fermèrent en poing, mais il garda sa voix douce. « Est-ce qu'il t'a fait du mal ? Pas à moi ou Lucas, mais à maman. Parfois elle avait des bleus. Elle disait qu'elle tombait beaucoup à cause du médicament. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Je ne suis pas stupide. » Daniel la prit dans ses bras, son cœur se brisant pour cette petite fille qui avait été témoin de choses qu'aucun enfant ne devrait voir. « Tu n'es pas stupide du tout. Tu es incroyablement courageuse. Et je suis désolé que tu aies dû traverser ça. » La nuit de l'accident, murmura Émilie contre sa poitrine. Ils se disputaient vraiment fort. Papa criait à propos d'argent et maman pleurait et puis ils sont montés dans la voiture pour aller quelque part. Elle ne put finir. Daniel la tint plus serrée, comprenant finalement le poids qu'elle portait. L'accident n'avait pas seulement pris ses parents. Il avait terminé un cauchemar, mais l'avait aussi laissé avec un deuil compliqué pour un père qui avait été à la fois protecteur et menace. « Émilie, tu n'as plus jamais besoin d'avoir peur comme ça, je te le promets. » Mais même en faisant la promesse, Daniel se demandait quels autres secrets étaient enterrés dans le passé de la famille Harrison, et s'ils étaient vraiment en sécurité de tout ce qui avait détruit le monde d'Émilie et Lucas. Chapitre 8. L'oncle Ray.
Le téléphone de Daniel sonna à 2h47 un mardi, le tirant du premier sommeil profond qu'il avait réussi en semaine. L'identification montrait son chef de sécurité, Marcus, ce qui déclencha immédiatement des alarmes dans son système. « Monsieur, nous avons une situation. Il y a un homme à votre portail prétendant être l'oncle des enfants. Il est agressif et semble avoir bu. » Daniel était hors du lit et prenait ses vêtements avant que Marcus ne finisse de parler. « Ne le laissez même pas s'approcher de la maison, j'arrive tout de suite. » À travers les moniteurs de sécurité, Daniel pouvait voir un homme dans la quarantaine, mal rasé et se balançant légèrement, frappant le système d'interphone des portails. Même à travers les images granuleuses, Daniel pouvait voir la ressemblance familiale, les mêmes cheveux blonds qu'Emily et Lucas, les mêmes yeux bleus, bien que ceux-ci soient rouges et sauvages. « Ouvrez ce foutu portail !» l'homme criait. « Ce sont les enfants de mon frère. Vous ne pouvez pas simplement les voler. » Daniel prit son téléphone et appela la police avant de descendre. En passant devant la chambre des enfants, il pouvait entendre Lucas pleurer et la voix douce d'Emily essayant de le consoler. Les cris les avaient réveillés. « Restez dans la chambre !» cria Daniel à travers la porte. « Tout va bien !» Mais Emily ouvrit la porte, son visage pâle de terreur. « C'est oncle Ray, n'est-ce pas ? Le frère de papa. » Le sang de Daniel se glaça à la reconnaissance dans sa voix. « Tu le connais. Il venait à la maison parfois quand papa était en colère. Ils buvaient ensemble et criaient après maman à propos d'argent. » La voix d'Emily tremblait. Elle avait peur de lui. Il disait de mauvaises choses sur Lucas, l'appelait des noms parce qu'il pleurait trop. Daniel s'agenouilla à la hauteur d'Emily. « Il ne s'approchera pas de toi ou Lucas, je te le promets. » La police arriva en 10 minutes, mais alors Ray Harrison était passé des cris à lancer des pierres sur les caméras de sécurité. Daniel regarda depuis la fenêtre de son bureau, tandis que 2 officiers s'approchèrent de l'homme qui réclamait des droits de garde sur des enfants qu'il avait apparemment terrorisés. « Je suis de leur sang !» criait Ray aux officiers. « Ce riche bâtard n'a aucun droit sur eux. Leurs parents me les ont laissés. » L'esprit juridique de Daniel se concentra immédiatement sur la phrase « me les ont laissés ». Y avait-il un testament, des documents de tutelle légale dont il n'était pas au courant? Les procédures d'adoption avaient été expédiées. Mais, et s'il y avait des revendications familiales légitimes? 1 heure plus tard, après que Ray Harrison eut été arrêté pour ivresse publique et trouble de l'ordre public, la détective Maria Santos frappa à la porte de Daniel. Elle faisait partie de l'équipe enquêtant sur l'accident original et son expression était sombre. « Monsieur Mitchell, nous devons parler. Les allégations de Monsieur Harrison sur la tutelle pourraient avoir du mérite. Nous avons découvert que le père d'Emily et Lucas a laissé un testament nommant son frère comme tuteur des enfants en cas de sa mort. » Daniel sentit le monde basculer sous ses pieds. « C'est impossible. Les enfants étaient en famille d'accueil quand je les ai trouvés. C'est parce que Ray Harrison était en prison pour conduite sous influence quand l'accident s'est produit. Quand il a été libéré, les enfants étaient déjà entrés dans le système. Mais maintenant qu'il déclare ses droits, détective, ses enfants sont terrifiés par lui. Emily m'a dit qu'il était abusif, qu'il faisait des menaces. Je comprends votre préoccupation, mais légalement, les parents de sang ont la priorité dans les cas de garde, surtout quand il y a un testament. La détective Santos semblait sincèrement compatissante. Cependant, il pourrait y avoir d'autres facteurs en jeu ici. Nous avons enquêté sur les circonstances de l'accident plus minutieusement, et il y a quelques découvertes troublantes. Le pouls de Daniel s'accéléra. Quel genre de découverte? Les preuves suggèrent que l'accident pourrait ne pas avoir été accidentel. Nous avons trouvé des dommages aux freins qui semblent avoir été délibérés. Nous traitons maintenant ceci comme une potentielle enquête d'homicide. Les mots frappèrent Daniel comme un coup physique. Meurtre. Quelqu'un avait délibérément tué les parents d'Emily et Lucas, et maintenant leur oncle, possiblement la même personne qui avait terrorisé leur mère, réclamait des droits de garde. Détective, si Ray Harrison est suspect dans le meurtre de son frère, sûrement cela affecte sa revendication de garde. Cela affecterait si nous avions des preuves. Maintenant, nous avons des soupçons et des preuves circonstancielles. Pas assez pour nier sa revendication de droits parentaux, mais assez pour continuer l'enquête. Elle fit une pause. « Monsieur,
Mitchell, j'ai besoin de demander, Émilie a-t-elle jamais dit quelque chose sur la nuit de l'accident, n'importe quel détail qui pourrait aider notre enquête? Daniel pensa aux mots prudents d'Émilie, sa réticence à discuter de cette nuit, la façon dont elle avait dit que ses parents se disputaient à propos d'argent avant de partir. Elle a mentionné qu'ils se disputaient avant d'entrer dans la voiture, quelque chose sur les finances. Cela correspond à notre théorie. Nous croyons que Robert Harrison pourrait avoir découvert quelque chose sur les affaires de son frère, quelque chose qui valait la peine de tuer. La détective Santos lui tendit sa carte. « Monsieur Mitchell, je ne peux pas officiellement vous conseiller de garder ces enfants loin de leur oncle, mais officieusement, je suggérerais que vous ayez une très bonne sécurité. » Tandis que Daniel regardait la voiture de la détective disparaître dans son allée, il réalisa que sauver Émilie et Lucas pourrait être beaucoup plus compliqué et dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Quelque part là-bas était un homme qui avait tué leurs parents et tuerait probablement encore pour obtenir ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait était assis à l'étage dans la chambre d'invité de Daniel. 2 enfants innocents qui pourraient avoir la clé pour exposer un meurtre. Chapitre 9. La vérité d'Émilie. La révélation vint 3 jours plus tard, non de la détective Santos ou de l'équipe juridique, mais d'Émilie elle-même pendant ce qui aurait dû être une routine normale de coucher. Daniel lisait à Lucas une histoire sur des lapins courageux quand Émilie parla soudainement de son lit de l'autre côté de la chambre, sa voix coupant à travers la narration douce comme une lame. « Oncle Ray a tué nos parents. » Le livre glissa des mains de Daniel. Lucas, déjà somnolent, bougea à peine, mais Daniel sentit comme si l'air avait été aspiré de la pièce. « Émilie, qu'as-tu dit ?» Émilie s'assit dans le lit, son petit corps silhouetté contre la veilleuse. Sa voix était ferme, mais Daniel pouvait voir ses mains trembler, tandis qu'elle libérait finalement le secret qu'elle portait depuis des mois. La nuit où ils sont morts, je ne dormais pas quand ils ont commencé à se disputer. J'ai tout entendu. Elle prit une respiration profonde et tremblante. Papa a découvert qu'oncle Ray volait de l'argent du fonds de médicaments de maman. Il prenait l'argent dont nous avions besoin pour ses traitements et l'utilisait pour la drogue et les jeux. Daniel s'approcha, son cœur battant fort. « Émilie, es-tu sûre de ce que tu as entendu ?» Papa criait qu'oncle Ray avait tué maman autant que s'il l'avait empoisonnée parce qu'elle ne pouvait pas obtenir le traitement dont elle avait besoin. Il a dit qu'il irait à la police le lendemain matin, qu'il livrerait oncle Ray pour vol et fraude. Les pièces s'assemblaient avec une clarté horrible. Ray Harrison ne volait pas seulement sa belle-sœur malade, il l'assassinait essentiellement en la privant de soins médicaux qui sauvaient des vies. Qu'est-il arrivé après, chérie ? La voix d'Émilie baissa à un murmure. Oncle Ray est venu à la maison cette nuit-là. Je l'ai entendu à travers le mur de la chambre. Il était ivre et en colère et a dit que si papa allait à la police, il ferait regretter papa. Il criait très fort et maman a commencé à pleurer et a dit qu'il devrait partir, aller quelque part en sécurité jusqu'au matin. Le sang de Daniel se changea en glace. Ils sont partis parce qu'ils avaient de peur de votre oncle. Maman a dit que nous pourrions tous aller chez la sœur de maman en Oregon, recommencer où oncle Ray ne pourrait pas nous trouver. Elle emballait nos vêtements quand je me suis endormi. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Émilie. Mais je me suis réveillé quand la police est venue. L'accident était arrivé à seulement quelques kilomètres de notre maison. Leur voiture est sortie de la route au ruisseau Miller. Daniel prit Émilie dans ses bras, son esprit s'emballant. « Émilie, as-tu dit à quelqu'un ce que tu as entendu cette nuit-là » J'ai essayé de le dire à la première assistante sociale, mais elle a dit que les enfants inventent parfois des histoires quand ils sont traumatisés. Elle a dit que les accidents de voiture arrivent et je ne devrais pas blâmer oncle Ray juste parce que j'avais peur de lui. La voix d'Émilie se brisa. Mais je sais ce que j'ai entendu et je sais qu'oncle Ray a fait quelque chose à leur voiture. Les mains de Daniel tremblaient tandis qu'il prenait son téléphone. « Émilie, je te crois, et nous allons nous assurer que tous les autres te croient aussi. » Tandis qu'il composait le numéro de la détective Santos, Émilie attrapa son bras. « Daniel, il y a encore une chose. La raison pour laquelle oncle Ray nous veut tant, ce n'est pas parce qu'il nous aime. Que veux-tu dire ? Avant que maman devienne très malade, notre grand-mère nous a laissé de l'argent dans son testament. »
Beaucoup d'argent dans quelque chose appelé fonds fiduciaires. Oncle Ray ne peut l'obtenir que s'il est notre tuteur légal. Les yeux d'Emily étaient larges, avec une compréhension au-delà de ses années. Il a tué nos parents pour de l'argent, et maintenant il veut nous utiliser pour obtenir plus d'argent. Daniel sentit une rage différente de tout ce qu'il avait jamais expérimenté. Ray Harrison n'avait pas seulement assassiné son frère et sa belle-sœur, il l'avait fait pour le profit. Et maintenant, il voulait exploiter les mêmes enfants qu'il avait rendus orphelins. « Emily, dit Daniel, sa voix ferme malgré la fureur coulant à travers lui, tu as été incroyablement courageuse de me dire cela. Et je promets que ton oncle ne mettra jamais la main sur toi ou Lucas ou cet argent. » Mais tandis qu'il attendait que la détective Santos réponde au téléphone, Daniel réalisa qu'ils étaient dans une course contre le temps. La revendication légale de Ray Harrison était en cours de traitement, et sans preuve concrète de ses crimes, le système pourrait livrer 2 enfants innocents à l'homme qui avait assassiné leurs parents. La vérité était enfin sortie, mais la bataille ne faisait que commencer. Chapitre 10. Justice. La détective Santos arriva à la maison de Daniel en 30 minutes, apportant avec elle une psychologue pour enfants et un enregistreur vocal. Le témoignage d'Emily, donné dans la sécurité du salon de Daniel avec Lucas dormant paisiblement à l'étage, fournit les pièces manquantes que les enquêteurs cherchaient depuis des mois. « Emily, tu nous dis que tu as entendu ton père menacer d'aller à la police au sujet de ton oncle volant de l'argent ?» demanda gentiment la détective Santos. Emily hocha la tête, sa petite main serrant celle de Daniel avec force. Papa a dit qu'oncle Ray avait volé plus de 20 000 $ du fonds médical de maman. Il avait des papiers qui le prouvaient, des relevés bancaires et d'autres choses. Il a dit qu'oncle Ray irait en prison. Et tu as entendu ton oncle menacer ton père cette même nuit? Il a dit, si papa parlait à la police, il s'occuperait du problème définitivement. C'était ses mots exacts. Je m'en souviens parce qu'ils m'ont fait très peur. La psychologue pour enfants, Dr. Williams, prit des notes soigneuses. « Emily, est-ce que quelqu'un t'a entraîné à dire ces choses ?» Emily sembla confuse. « Que voulez-vous dire? Est-ce que quelqu'un t'a dit quoi dire ou a suggéré que ton oncle avait fait quelque chose de mal? » « Non, je voulais dire la vérité à quelqu'un depuis si longtemps, mais personne n'écoutait. Daniel est le premier adulte qui m'a cru. » La détective Santos échangea des regards avec Dr. Williams. « Emily, nous allons avoir besoin que tu répètes cette déclaration devant un juge. Cela peut être effrayant, mais cela aiderait à s'assurer que ton oncle ne peut plus faire de mal à personne. Serais-tu assez courageuse pour faire cela ?» Emily regarda Daniel, qui serra sa main avec encouragement. « Daniel sera là avec moi, si c'est ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité. » « Oui. » Emily redressa ses petites épaules avec une détermination qui brisa le cœur de Daniel. « Alors je le ferai pour maman et papa, et pour qu'oncle Ray ne puisse plus faire de mal à d'autres personnes. » Les 48 heures suivantes se déplacèrent avec l'efficacité rapide de la justice finalement réveillée. Armés du témoignage d'Emily et de nouvelles pistes, les enquêteurs trouvèrent la preuve irréfutable qu'ils cherchaient, des images de surveillance d'une station-service, montrant Ray Harrison trafiquant une voiture qui correspondait à celle de son frère la nuit de l'accident. Ray Harrison fut arrêté pour accusation de meurtre au premier degré, fraude et mise en danger d'enfants. Sa revendication de garde fut immédiatement terminée et la pétition d'adoption de Daniel fut accélérée à travers le système. La juge Coleman appela Daniel dans ses quartiers une semaine plus tard, cette fois avec une attitude très différente. « Monsieur Mitchell, j'ai revu toute la preuve dans ce cas, incluant le témoignage d'Emily et les accusations criminelles contre Raymond Harrison. Je suis préparé à approuver votre pétition d'adoption immédiatement. » Daniel sentit des larmes qu'il n'avait pas versées en décennies, menaçant de déborder. « Votre honneur, merci. Ces enfants ont traversé plus que quiconque ne devrait endurer. Il y a une chose de plus, dit la juge Coleman, tirant un autre dossier. Le fonds fiduciaire des enfants, qui était en effet la raison pour laquelle Ray Harrison cherchait la garde, sera détenu jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité. Mais il y a assez dans le fonds pour garantir qu'ils reçoivent la meilleure éducation et opportunités.
Combiné avec vos ressources et engagements, ces enfants ont une chance d'un futur vraiment brillant. Cette nuit-là, Daniel rassembla Émilie et Lucas dans le salon pour la conversation qu'ils rêvaient d'avoir. « J'ai des nouvelles très importantes », dit-il, s'agenouillant à leur hauteur. « À partir d'aujourd'hui, officiellement et légalement, vous ne restez pas juste avec moi temporairement. Vous êtes mes enfants pour toujours. » Les yeux d'Émilie s'élargirent d'émerveillement. « Vraiment, comme des papiers d'adoption et tout ? Papiers d'adoption et tout ? Emily Harrison Mitchell et Lucas Harrison Mitchell, si vous voulez garder le nom de vos parents avec le mien. » Lucas, qui jouait tranquillement avec ses blocs, leva les yeux avec un sourire qui illumina la pièce. « Papa Daniel ?» Le cœur de Daniel gonfla au maximum, tandis qu'il tirait les deux enfants dans ses bras. « Oui, mon ami. Papa Daniel. » Émilie l'embrassa férocement, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Je savais cette nuit au restaurant que vous étiez différent. Je pouvais dire que vous étiez quelqu'un qui tient ses promesses. » Tandis qu'ils s'asseyaient ensemble dans la chaleur de leur salon, Daniel réalisa que l'homme effrayé et solitaire qui avait dîné seul cette nuit pluvieuse avait été complètement transformé. Émilie et Lucas n'avaient pas seulement gagné un père. Ils lui avaient donné la famille qu'ils ne savaient pas qu'ils cherchaient. Mais il y avait encore un chapitre final dans leur histoire, une conversation cruciale de plus qui déterminerait non seulement leur futur légal, mais la forme de l'amour qui définirait leur famille pour les années à venir. Chapitre 11. Le dîner de célébration. 6 mois plus tard, Daniel se retrouva de retour au restaurant The Diamond. Mais cette fois, il n'était pas seul. Émilie était assise en face de lui, dans une belle robe bleue que Madame Chen l'avait aidé à choisir, tandis que Lucas portait son premier vrai costume, une version miniature de Daniel lui-même. La même table d'angle où leur histoire avait commencé accueillait maintenant un type très différent de rendez-vous. « Es-tu sûr que tu veux faire cela ici ?» demanda Daniel à Émilie, qui avait demandé ce lieu spécifique pour ce qu'elle appelait « notre dîner spécial ». Émilie hocha la tête solennellement, ses cheveux blonds maintenant sains et brillants, coiffés dans la tresse française qu'elle et Daniel avaient finalement maîtrisée ensemble. « C'est ici que notre famille a commencé, où vous avez dit oui quand j'ai demandé de nous adopter. » Lucas, maintenant âgé de 4 ans et bouillonnant de confiance, arrangeait soigneusement ses ustensiles en motifs précis. Une habitude qu'il avait développée qui rappelait à Daniel quotidiennement à quel point ils étaient tous venus. Le petit garçon terrifié qui s'accrochait autrefois à sa sœur était maintenant un garçon curieux et joyeux qui appelait Daniel papa sans hésitation et remplissait la maison de rire. « Monsieur Mitchell ?» Le gérant du restaurant s'approcha de leur table avec une chaleur authentique. « C'est merveilleux de vous revoir et de finalement rencontrer vos beaux enfants correctement. » La poitrine de Daniel gonfla avec une fierté qu'il n'avait jamais su qu'il pouvait ressentir. « Merci, James. Voici Émilie et Lucas, ma fille et mon fils. » Les mots lui donnaient encore des frissons. Pas ses protégés, pas des enfants qui l'hébergeaient, mais sa fille et son fils. L'adoption avait été finalisée 3 mois auparavant, mais Daniel ne pensait pas qu'il se lasserait jamais de dire cela. « Papa, » dit Émilie doucement, « j'ai quelque chose que je veux te donner. » Elle fouilla dans son petit sac, un autre signe de combien elle avait grandi, et sortit un morceau de papier plié. Daniel le reconnut immédiatement comme le papier à dessin qu'il avait acheté pour elle, quand ils avaient découvert son talent artistique, un des nombreux dons qui avaient émergé quand elle s'était sentie assez en sécurité pour explorer ses intérêts. Daniel déplia le papier soigneusement et sa respiration s'arrêta. C'était un dessin de cette première nuit, une petite fille tenant un bébé à côté d'un homme grand dans un restaurant. Mais dans la vision artistique d'Émilie, ils n'étaient pas des étrangers. Des lumières dorées entouraient les 3 figures et écrits en bas dans son écriture soigneuse de 7 ans étaient des mots « La nuit où nous avons trouvé notre famille pour toujours ». « Émilie », murmura Daniel, sa voix épaisse d'émotion, « c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je voulais que vous l'ayez pour toujours, vous rappeler que même quand quelque chose semble impossible, parfois des miracles arrivent. » Les yeux d'Émilie brillaient de larmes non versées, mais c'étaient des larmes heureuses. « Vous nous avez sauvés, mais je pense que peut-être nous vous avons sauvés aussi. »
Daniel tendit la main à travers la table et prit sa petite main dans la sienne. « Vous m'avez absolument sauvé, chérie. Je ne réalisais même pas à quel point ma vie était vide jusqu'à ce que toi et Lucas la remplissiez d'amour. » Lucas, qui écoutait avec l'attention intense qu'il apportait aux conversations importantes, se leva soudainement dans sa chaise et tendit les bras vers Daniel. « Papa, câlin. » Daniel souleva Lucas dans ses bras et Émilie vint autour de la table pour compléter leur cercle. Tandis qu'ils s'embrassaient dans l'élégant restaurant où tout avait commencé, Daniel s'émerveilla de la transformation qu'ils avaient tous subie. Émilie prospérait à l'école. Son intelligence naturelle n'était plus obscurcie par le poids de la responsabilité prématurée. Elle s'était fait des amis, avait rejoint le club d'art et apprenait à simplement être un enfant. Les cauchemars avaient disparu, remplacés par des rêves de devenir artiste ou peut-être enseignante qui pourraient aider d'autres enfants effrayés à trouver leur voie. Lucas était inscrit à la maternelle et développait des amitiés avec d'autres enfants de son âge. Son vocabulaire avait explosé une fois qu'il s'était senti en sécurité, et récemment, il avait commencé à poser des questions infinies à Daniel sur tout, depuis pourquoi le ciel était bleu jusqu'à comment les ordinateurs fonctionnaient. Daniel n'avait jamais imaginé que « pourquoi, papa ?» pourrait être sa phrase préférée. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit Daniel tandis qu'ils se réinstallaient dans leur siège, la chaleur de leur étreinte planant encore autour d'eux. « Quoi ?» demanda Émilie. « Cette nuit, il y a 6 mois, tu ne m'as pas seulement demandé de vous adopter, tu m'as demandé de devenir la personne que je devais être. Tu as vu quelque chose en moi que je ne voyais même pas en moi-même. » Émilie sourit, et Daniel vit des échos de la femme qu'elle deviendrait un jour, forte, compatissante, sans peur de se battre pour ce qui importait. Maman avait l'habitude de dire que l'amour n'est pas à propos de personnes parfaites se rencontrant. C'est à propos de personnes brisées se guérissant ensemble. Daniel sentit des larmes couler sur ses joues, ne se souciant pas de qui pourrait voir l'homme d'affaires prospère pleurer dans le restaurant le plus exclusif de la ville. « Ta maman était très sage, et je pense qu'elle serait fière de la jeune femme incroyable que tu deviens et du garçon merveilleux que Lucas grandit pour être. Tu penses qu'ils peuvent nous voir ?» demanda Lucas avec la curiosité naturelle d'un enfant de 4 ans. Daniel regarda son fils, et sentit la vérité de sa réponse dans chaque fibre de son être. « Je pense qu'ils peuvent, et je pense qu'ils sont heureux que leurs enfants aient trouvé quelqu'un qui les aime exactement autant qu'ils les aimaient. » Tandis qu'ils partageaient leur dîner de célébration, Daniel réfléchit sur le voyage qui les avait amenés à ce moment. L'homme effrayé et solitaire qui dînait seul toutes les nuits avait découvert que la plus grande affaire de sa vie ne s'était pas déroulée dans une salle de réunion. Elle s'était déroulée juste ici, quand une petite fille courageuse avait offert de laver la vaisselle en échange d'une famille. Émilie avait tenu sa partie de l'accord de façon qu'elle n'avait jamais intentionnée. Elle n'avait pas lavé sa vaisselle, mais elle avait lavé sa solitude, sa peur de la vulnérabilité, ses murs soigneusement construits. Elle et Lucas lui avaient enseigné que le succès le plus important n'était pas mesuré en profit ou accomplissement, mais dans l'amour qui grandissait entre les personnes qui choisissaient de prendre soin les unes des autres. Quand ils quittèrent finalement le restaurant cette nuit-là, Daniel portant un Lucas endormi, tandis qu'Émilie marchait à côté d'eux, babillant sur ses plans pour leurs prochaines vacances, Daniel réalisa qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que toute fortune qu'il avait jamais construite. Il avait trouvé son but, sa joie, sa raison d'être. Il avait trouvé sa famille. Et tandis qu'il conduisait vers la maison à travers la nuit de Seattle, passant les lumières de la ville qui avaient témoigné du début de leur histoire, Daniel savait que leurs plus grandes aventures étaient encore à venir. Pas comme des étrangers qui s'étaient rencontrés par hasard, mais comme une famille unie par le choix, renforcée par l'amour et inébranlable dans leur engagement l'un envers l'autre. Parfois, les transformations les plus profondes commencent avec les mots les plus simples. Dans leur cas, cela a commencé avec « Je lave la vaisselle et vous nous adoptez ». Mais c'est devenu bien plus que quiconque aurait pu imaginer. Une histoire d'amour qui durerait pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin de croire au miracle.
Dans les commentaires, dites-nous, qu'auriez-vous fait si vous étiez Daniel dans cette situation? Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes.